Bonjour. Donc, je m'appelle François. Je suis à la maîtrise sous la supervision d'Alain Berry et de Philippe Aubert-Gauthier, pour ceux qui connaissent, il était ici avant. Puis là, il est parti faire de l'art. Mais il a gardé des étudiants, les meilleurs. C'est des blagues. Mon projet, c'est méthode de réalisation de modèle vibratoire en éléments finis par synthèse de champs sonores. Donc, il y a plein de petits keywords. Là. Je vais essayer de bien vous expliquer ça, le contexte avant, puis ensuite où j'en suis en ce moment. Donc, ça, c'est un peu tiré d'une présentation que j'avais faite au CFA à Marseille là, dans le mois dernier. C'est drôle. Guide-moi. Vas-y. Donc, en modélisation d'acoustique, on utilise la modélisation pour quantifier des environnements, des objets. Ici, on a l'exemple un peu plate d'une plaque qui est textée, puis on peut ensuite visualiser notre plaque, puis voir, on a des champs de pression, de vitesse, mais au final, en acoustique, on écoute, au final, nos oreilles notre système auditif va écouter, puis va analyser ce qu'on entend, puis va décider, c'est-tu quelque chose qui est plaisant ou pas. Donc, en se basant juste sur la visualisation, ce qui est fait souvent en ce moment, on prend des décisions qui sont, au final, qui ne tiennent pas compte de la subjectivité là, de nos oreilles. Donc, d'où l'importance de réaliser. Là, je ne sais pas si tu vas avoir du son. Ouais. C'est pas ce modèle-là, mais ça, c'est une plaque qu'Olivier m'a. Un audio de plaque qu'Olivier Robin m'avait passé. Mais donc, on pourrait justement. Là, désolé, là. J'ai pris trop de café, fait que je suis fucking high. Mais. Donc, on pourrait, là, c'est ça, vous pourriez dire, c'est bien le fun des plaques, mais ça sert à quoi écouter des plaques? On pourrait penser plus gros, avoir un modèle d'auto ou de machine ou tout ça, puis dire, est-ce que ça sonne plus comme ça? Comme ça. Trop fort, mais bon. Fait que là, donc, si je parle un peu de l'oralisation, là, qui est le fait d'écouter des modèles, c'est souvent séparé en 3 étapes. Une partie modélisation ou prise de mesure, une partie qui est traitement de signal, puis ensuite la reproduction sonore pour l'oralisation. Donc, si on se concentre sur le premier bloc, il va y avoir souvent un modèle de source et de propagation, où on va ensuite aller soit mesurer ou avec des logiciels de modélisation, prendre de l'information puis de le transférer ensuite au traitement de signal. Donc, ça peut être justement sous forme de champ de pression, de déplacement, de vitesse, des géométries qu'on va aller sortir de là. Donc, lesquels, moi, qui m'intéressent, puis pourquoi on les a choisis? En gros, des modèles de propagation, il y a 3 grandes familles. L'acoustique géométrique, là, donc, par exemple, les tracés de rayons ou des méthodes artificielles comme la réverbération statistique, qui sont surtout utilisées pour modéliser la réverbération en acoustique des salles ou du bâtiment, alors que, comme nous, on veut se concentrer plus sur des modèles vibroacoustiques, c'est surtout les méthodes basées sur les ondes. Par exemple, les méthodes par élément fini de frontière, et d'autres méthodes, là, par exemple la SEA aussi, qui est de plus en plus utilisée. Mais donc, nous, on se concentre au début sur les éléments finis, FEM, BEM. Donc, c'est les modèles qu'on va aller essayer d'oraliser, d'écouter. Donc, si je reviens au schéma, donc à gauche, on a nos modèles FEM, BEM qu'on veut essayer d'écouter, de réaliser. Puis, avec quoi on va les réaliser? Il y a plusieurs méthodes de reproduction sonore qui existent. Il y a
Le surround que vous connaissez, il y a des méthodes plus en casse d'écoute, donc binaural ou mono, et d'autres méthodes comme la Wayfield Synthesis, qui est la méthode que nous, on va utiliser. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec la WFS, on a la salle ici, si vous l'avez déjà visitée. Donc, c'est une salle avec plein d'haut-parleurs qui va reconstruire le champ sonore à l'intérieur de ça. Puis, ça a l'avantage d'avoir un espace d'écoute étendu et permettre plusieurs auditeurs. Et c'est aussi non spécifique à un auditeur versus, par exemple, des casques d'écoute où ça prend des calibrations propres à chaque système auditif pour que ça soit réaliste et physique. Peut-être les inconvénients, c'est surtout, en fait, oui, il y a des limitations en fréquence. Par contre, même quand on dépasse là, ces fréquences-là, les défauts ou artefacts ne sont pas toujours perceptibles par l'oreille. Mais bon, c'est ça, comme le système ici au lab, il est en 2D, donc c'est un carré. Des objets qui sont 3D, donc qui sortent du plan, on peut pas les modéliser comme du monde. En fait, les reproduire leur champ comme du monde, parce que ça nous prendrait des haut-parleurs qui sortent dans la troisième dimension. Par contre, il en existe des systèmes qui sont en fait un plan de haut-parleurs. Donc, bon, la méthode que j'utilise pourrait être adaptée à d'autres types d'organisation de WFS. Donc, voilà. Donc, finalement, c'est ça. Mon projet, c'est de faire le lien entre les deux. Donc, de réaliser des modèles vibroacoustiques FEM et BM avec la WFS. Donc, prendre l'output de ces simulations-là, puis trouver c'est quoi les signaux envoyés au parleur pour reproduire le champ de ces objets pour pouvoir les écouter. Donc, la méthodologie, on a une source quelconque, discrète, qu'on appelle la source primaire. Donc, cette source-là peut être un modèle couplé. Donc, quand je parle de couplé, c'est qui couple à la fois un modèle vibroacoustique, donc qui couple les vibrations avec l'air ambiant, donc qui tient compte de ces interactions-là, où on peut aller tirer et la pression et la vitesse, alors que, par contre, il peut y avoir d'autres modèles qui sont non couplés, donc, par exemple, un modèle par élément fini qui pourrait être seulement vibratoire, donc non couplé avec le fluide, où on pourrait être aussi intéressé de vouloir écouter ça. Donc, si on utilise ces modèles-là, c'est sûr qu'on fait une hypothèse de fluide léger, donc ça ne pourrait pas marcher, par exemple, avec l'eau. Mais dans l'air, souvent, l'effet de couplage est moins important. Donc, une fois qu'on va avoir ces modèles-là, on va avoir pression, vitesse ou seulement la vitesse, on peut ensuite propager ces champs-là vers ce qu'on appelle un réseau de sources secondaires, qu'on peut voir ici l'envers. Et ensuite, on va, comme nous, on n'a pas un réseau secondaire qui est plan, mais qu'on a un réseau secondaire qui est linéaire, on va ensuite faire une approximation, puis on va c'est ça, approximer, c'est ce plan-là en un réseau linéaire et aussi discret, comme on a des haut-parleurs qui agissent comme nos sources secondaires. Donc, on les voit ici en bleu. Donc, le but, c'est que, puis ensuite, ces haut-parleurs-là vont être propagés à notre plan d'écoute. Donc, ici, le carré, c'est un peu ce qu'on voyait tantôt, le carré de WFS, où on va essayer d'écouter notre modèle primaire reproduit par des haut-parleurs. Puis peut-être plus techniquement, là, comment on fait cette propagation-là? On utilise l'équation de Kirchhoff-Helmholtz lorsqu'on connaît et la pression et la vitesse. Et on utilise comme de double équation de Kirchhoff-Helmholtz deux fois. Là, une fois pour trouver, avec la vitesse, on peut trouver la pression sur l'objet, puis ensuite, avec les deux, on peut le propager. Là, puis, bon, c'est une fonction de Neumann-Green qui est développée. Là. Donc, c'est ça. Donc, on va propager. Ensuite, on va faire une dérivation de la pression pour avoir une vitesse normale, parce que c'est ça qu'on utilise pour driver nos parleurs.
Et on va justement approximer avec l'approximation de la phase stationnaire, là, qui c'est peut-être plus des petits détails, là, mais pour obtenir nos signaux à nos haut-parleurs. Et on va faire un fenêtrage, évidemment, pour spatial, là, pour éliminer les effets de bord d'un rig, un réseau. Merci. Donc, pour ce qui est des résultats, là, on reprend la même plaque là, qui est excitée et on va comparer le target, ça va être, on va prendre pression-vitesse sur cette plaque-là qu'on va propager directement au champ là, de reproduction. Puis on va comparer ça avec le champ synthétisé, mais en ce moment, c'est tout modélisé. Donc, on va le propager à notre plan, comme je disais, on va le dériver, le projeter sur la ligne, puis faire un fenêtrage et le repropager nos sources secondaires vers le plan. Donc, on va comparer ces deux champs-là pour voir est-ce que nos mathématiques fonctionnent, est-ce qu'on peut simuler un champ qui ressemble au vrai champ que ferait notre objet ici. Donc, ici, on a notre plaque. Quand je parle couplé, c'est ça, c'est qu'on connaît seulement, on connaît et la pression et la vitesse. Donc, on voit à gauche notre target où on voit notre plaque qui est comme un petit rectangle vu de haut. Et à droite, les ronds symbolisent les sources secondaires qui sont nos parleurs. Donc, on voit qu'on reproduit assez bien, en fait très bien le champ de pression pour 250 Hz. Ensuite, on fait la même chose. On a fait ça, c'est la même chose, mais avec le modèle non couplé, donc en connaissant juste la vitesse. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence, ce qui est bon. Ça veut dire que les mathématiques fonctionnent bien. Ensuite, c'est bien beau la pression, mais est-ce que la direction d'arrivée est bien reproduite, parce que c'est important pour la perception? Bien, on a comparé des champs d'intensité. Donc, on voit que généralement, c'est quand même encore super bien reproduit. Il y a une surestimation un peu du champ d'intensité reproduit qui est causé par c'est le fait qu'il y ait des sources hors plan, le trajet des sources, des éléments qui sortent du plan vers l'espace de reconstruction est plus grand que celui que nous, on donne à nos parleurs, parce que nos parleurs ne sont pas en dehors du plan, ils sont sur le plan. Fait que, en tout cas, ça vient de là. On a fait la même chose avec une plaque, mais en plus haute fréquence pour avoir un patron de directivité un peu plus complexe pour voir est-ce que ça reproduit bien ça aussi. Donc oui, on a encore une fois un super bel accord là, entre une plaque et entre le target et le modèle reproduit. Donc, je passe peut-être plus vite là-dessus. Même chose ici là, pour les graphiques d'intensité ou même encore une fois avec un patron plus complexe, on est capable de assez bien reproduire les directions d'arrivée et encore une fois, on a toujours un peu une surestimation là, des vecteurs d'intensité. Puis là, c'est ça, on l'a fait avec une plaque, mais là, on voulait aussi être capable de le faire avec des modèles qui sont non planaires. Puis là, c'est ça ajoute une petite couche de complexité parce qu'il faut faire des dérivés. Pour propager nos éléments, il faut dériver par rapport à la normale de l'élément. Donc là, on doit aussi extraire des vecteurs normaux de nos modèles comme sol. Et donc, c'est un peu le même principe. Là. On a notre target qui est directement propagé versus l'autre qui passe par toutes les spaghettis de la méthode de WFS. Et donc là, on voit encore une fois le target à gauche qui est comme une demi-sphère creuse là, qui est cette fois-ci, ce n'est pas une force, c'est un monopôle à l'intérieur de la demi-sphère qui l'excite. Donc, encore une fois, on reproduit bien notre champ. Puis là, j'ai juste gardé un des deux graphiques là, parce que c'est évidemment
les deux méthodes couplées, non couplées, ça se ressemble encore tout le temps. Donc, encore une fois, le champ d'intensité pour un modèle qui est non planaire ben, est encore bien reproduit et encore surestimé. Et on a la même chose à 1000 Hz, avec encore une fois un patron plus directif, là, puis on reproduit encore bien tout ça. Donc, c'est positif. Même chose, là, je peux épargner. Donc, ce qui a été fait, en gros, c'est développer les mathématiques là, donc pour adapter les modèles FEM, BEM à la WFS. Et on a validé avec un modèle simple d'une plaque puis un modèle non planaire. Ce qui reste à faire, ça va être de tester avec un modèle d'une banque comme ça, là, un modèle plus complexe, plus réaliste de machine, je ne sais pas quoi, qui vibre, pour voir, est-ce qu'on reproduit encore bien ça? Puis ensuite, il va y avoir les validations expérimentales dans la salle pour voir, est-ce qu'on obtient les mêmes choses avec des vrais haut-parleurs qu'en les simulant. Et c'est ça. Ça va être c'est les prochaines étapes qui s'en viennent pour mon projet. Donc, merci.